Je vais lui dire la vérité, elle a déjà ouvert la bouche et rassemblé ses forces pour obtenir de l'aide, peut-être qu'ils la croiront. L'homme était en train d'écrire le protocole et avant qu'elle puisse commencer à épancher son âme, on lui a demandé si elle pouvait mentir. Un homme en uniforme militaire a déclaré sévèrement que son dossier contenait des informations légèrement différentes, à savoir qu'elle était une fraudeuse compétente, se distinguant par son éloquence, savait négocier et possédait une grande intelligence. La jeune fille a largement souri, estimant que le dialogue devait être mené avec une extrême prudence, n'a pas trop laissé échapper et a déclaré innocemment qu'elle n'avait jamais menti et qu'elle ne savait pas comment mentir. Le navire, Vish, sillonne l'océan et se dirige vers l'île. L'homme regarda la jeune fille souriante, se demandant avec qui il devait travailler. D'après son apparence, on pouvait dire qu'elle était elle-même innocente, mais elle était une récidiviste. Puis il lui a répondu les mêmes mots sur le fait qu'elle n'avait jamais menti et ne savait pas comment sortir de ses lèvres lors de la nouvelle condamnation. Elle sourit encore plus, disant qu'il avait oublié de mentionner que ces mots étaient sortis de ses lèvres lors de l'arrestation. La regardant calmement, il lui demanda son nom afin de l'écrire dans le protocole. La jeune fille ne quitta pas impudemment les yeux et rit. Pourquoi poser de telles questions? En regardant le héros courageux et la célébrité, la jeune fille pensa qu'il n'était certainement pas originaire d'un pays isolé. Toujours souriante, elle a posé une question en réponse à la question « Y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre qui ne connaît pas son nom ?» à laquelle l'homme a sèchement répondu que ce sont les règles, il doit demander, a déclaré la fille Rosen Walker. Puis elle a remarqué que ce nom était correct, mais l'homme irrité lui a dit qu'il ne se souciait pas de son nom, il devait inclure dans les documents le nom qu'elle prononçait avec sa bouche. Toujours en train de chercher, il dit d'une manière monotone que le nom indiqué dans le document était nécessaire à la vérification. Les yeux de la jeune femme sont devenus tristes et elle s'est lentement extirpée, comme si elle s'exprimait de douleur, a déclaré Rosen Owos. Rosen se souvenait des tracts tombant du ciel avec l'image de celui qui était maintenant assis devant elle. Waouh, comment le destin l'avait rapproché de ce héros de guerre. Et quand la voix est arrivée à la radio, tout le monde a levé la tête, on était fasciné par ça, le gouvernement a parfaitement choisi le héros, le jeune et noble pilote était idéal pour l'image du héros idéal pour les masses. Elle pensait à ce héros, Ian Connor, lorsque sa voix de plus en plus impatiente lui demanda le nom de l'accusation. « Quelle accusation ?» dit Rose perplexe, ses mains liées par des chaînes de fer devenant engourdies. Il mâchait ses mots, disant qu'elle devait nommer la raison pour laquelle elle se dirigeait vers Mont Island, dans la pire prison du monde. La jeune fille a répondu que la raison pour laquelle elle avait été envoyée là-bas était qu'elle s'était enfuie à 2 reprises, piétinant la fierté de l'armée impériale. Il a clarifié son accusation initiale pour laquelle elle avait été arrêtée, la jeune fille a quand même répondu qu'elle était innocente. Il lui a froidement dit qu'il s'agissait d'une procédure formelle et que son opinion ne l'intéressait pas. Rosen, sans cligner des yeux ni bouger le regard, a quand même répété son innocence, ce à quoi Yann a répondu, et quel genre de criminel dirait qu'il est coupable. La jeune fille a parlé de Dieu, qui connaît la vérité, ce à quoi l'homme, commençant à s'emporter, a rappelé une fois de plus que son opinion n'intéresse personne. Un jeune homme a couru dans le bureau et a crié ce qu'il faisait. C'était tellement inattendu que Rosen et Yann se figèrent, ne sachant que répondre, jusqu'à ce que finalement Yann dise ce qui était évident pour tout le monde, qu'il avait une conversation personnelle avec le criminel. L'homme a hésité et a expliqué que ce n'était pas l'œuvre de Ian Connor, il y avait d'autres personnes pour ça. Ce criminel a besoin d'une attention accrue, l'interrogatoire doit être effectué par la personne responsable du transport, l'homme a jeté un coup d'œil de côté sur le criminel. Et il a continué à diffuser que les criminels les plus notoires avaient été envoyés sur l'île, à laquelle la jeune fille, souriante, a continué à se qualifier de sorcière d'Al-Café, et de surcroît célèbre. Lorsque le gars a continué à convaincre le patron qu'il était dangereux d'être seul avec une personne aussi dangereuse, Yann a pointé du doigt Rosen Bayan et lui a demandé si cela lui semblait dangereux. Le subordonné n'a pas lâché prise, il a regardé la jeune fille avec peur et a dit que même si elle ressemble à un vagabond ordinaire, elle s'est échappée d'Al-Café, elle ne devrait pas être sous-estimée. Lorsque l'homme lui a rappelé son cas, la jeune fille a terminé en disant qu'elle avait été accusée du meurtre de son mari alors qu'elle avait 17 ans. Yann a ordonné d'emmener le criminel, le gars lui a pris le bras, la fille a toujours insisté sur son innocence. Lorsqu'ils l'ont conduite, elle a pensé que par rapport au garde précédent, ces messieurs lui auraient lancé une botte militaire il y a longtemps, mais il est toujours un garde et elle est une criminelle, comme un chat et une souris. Une fois qu'elle se détendra une fois et qu'ils l'attraperont, ce sera définitivement la fin, mais elle est une spécialiste dans la recherche d'échappatoires pour s'échapper. Elle a examiné le gardien plus d'une fois et a vu où étaient accrochées les clés de la cellule. Cette clé se trouvait devant les yeux de Rosen,
ce n'est pas seulement une clé, mais un chemin vers la liberté. Rosen a été conduite à travers la salle où se déroulait la fête, son escorte a demandé si la fête était terminée, oui, l'événement était terminé. On a dit à l'homme comment il conduirait la sorcière à travers les messieurs, mais il a dit que ces mêmes messieurs naviguaient sur un paquebot pour une excursion à la prison, donc, à son avis, il serait intéressé à voir la sorcière en personne. La jeune fille regardait avec surprise les bouteilles et les confettis qui traînaient, tout pour elle était comme leur autre réalité. Après la guerre, beaucoup de choses ont changé, les navires destinés à des fins militaires ont été transformés en navires à passagers après la fin de la guerre, comme ce paquebot sur lequel Rosen était transporté. Il n'y a pas si longtemps, ce paquebot transportait des passagers blessés, mais il est désormais devenu un lieu de fête luxueuse. Notre héroïne s'est rendue compte que l'île de Monte est considérée comme si désastreuse que si vous y sauvez la vie, c'est déjà un exploit, elle doit donc s'échapper à tout prix. Pendant que son surveillant expliquait que si ces messieurs la voyaient sentir si mauvais, cela ne ferait que provoquer une agitation, alors c'est vrai, cela ne sert à rien de la regarder, Rosen trouva quelque chose à répondre, disant que pendant la guerre, eux-mêmes n'avaient pas l'air mieux. Yann s'est tourné vers l'homme principal de Rosen, l'appelant Henri, et lui a demandé de ne pas gaspiller ses forces avec le criminel qui a tué son mari. Mais il n'a pas baissé les bras, affirmant que Sir Connor ne devrait pas baisser sa garde, cette femme pourrait vraiment être une sorcière. La jeune fille fut amenée sur le pont, les premières étoiles apparurent dans le ciel, Yann dit à Rosen qu'il voulait lui montrer quelque chose. Rosen regardait l'océan au loin et c'était si beau qu'elle ne pouvait pas quitter les yeux. La lune était brillante, brillait d'une lumière argentée, laissant une trace sur l'eau. Notre héroïne pensait qu'elle devait devenir une criminelle de renommée mondiale pour voir une telle beauté, elle n'aurait jamais pensé que de toute sa vie elle verrait quelque chose de beau. Elle a été sortie de l'oubli par la voix de Sir Connor, qui a précisé que sa méthode pour s'échapper d'Al-Café se faisait en utilisant un tunnel. La jeune fille a confirmé, puis il a précisé s'il était vrai qu'elle avait traversé la falaise nue, ce à quoi Rosen a répondu qu'il attendait des descriptions détaillées de ses actions. Mais elle fut frappée par les paroles du gardien selon lesquelles les gens disaient qu'elle avait utilisé la magie pendant son évasion, elle pensait qu'elle ne serait plus surprise par les rumeurs sur elle-même et ses aventures, mais elle réalisa qu'elle se trompait. La dernière évasion réussie d'Al-Café a été réalisée par une sorcière il y a 36 ans, et c'est pourquoi la presse a également surnommé Rusen une sorcière après son évasion, les gens ont peur de ces choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voici l'ère de la science, pensait la jeune fille, les traces du passé, le mysticisme, le mystère, tout ce qui n'est pas identifié n'est pas si facile à effacer, même avec le progrès scientifique. Rosen répondit directement, à moins que si elle était une sorcière, elle se tiendrait maintenant devant lui, la présence d'une sorcière sur ce navire ne lui semble pas absurde. La jeune fille serra ses mains menottées devant eux et sourit amèrement, signifiant qu'elle était une sorcière. Henri a dit que Yann ne devrait pas la croire, seuls des mensonges sortent de la bouche de cette femme, cela vaut la peine de se souvenir d'un dossier dans lequel elle a versé des larmes et a presque dépensé tout l'empire. Rosen sourit et appela Henri, déclarant que si elle était vraiment une sorcière, elle lui coudrait la bouche. Elle a ri en disant, quels autres faits sont nécessaires, est-il vraiment possible d'être aussi stupide, elle a même mené une procédure pour identifier les capacités, qui n'a rien confirmé. Rosen trouvait vraiment à la fois drôle et douloureux de se retrouver entouré de spéculations ridicules. Henri s'est mis en colère et s'est approché et a voulu frapper Rosen, le traitant de détritus. Mais à ce moment-là, Yann l'a arrêté et lui a ordonné de lâcher le prisonnier, en promettant de manière menaçante qu'il se présenterait à ses supérieurs si cela se reproduisait. L'homme regarda Henri, de toute son apparence, exigea l'obéissance immédiate à l'ordre. Henri, ne s'attendant pas à un tel retournement de situation, commença à s'agiter, essayant de s'opposer à quelque chose. Rose fit une grimace offensée. Yann se tourna vers la jeune fille et lui rapporta son surnom de fugitive la plus célèbre de l'Empire et la sorcière Alkazef fut interloquée par un tel discours officiel. Yann a ensuite poursuivi sur un ton officiel que qu'elle mente ou non, il s'en fiche du tout, elle est une prisonnière qui a été condamnée à perpétuité sur Mont Island. L'escorter jusqu'à l'île est son objectif et son ordre d'en haut, et elle n'est pas la première à s'échapper d'Al-Café. Puis il ajouta d'une voix glaciale que personne n'avait jamais réussi à s'échapper de Mont Island, pas même la sorcière. Ces paroles semblaient sceller et paralyser la volonté, un sentiment de désespoir apparut chez Rosen. Il parlait calmement, froidement, clairement, comme il sied à un gardien. La politesse tue le moral, pensa Rosen, mais il devrait absolument avoir les clés du canot de sauvetage et les menottes. Elle gardait les yeux rivés sur le trousseau de clés accroché à la ceinture d'Yann, si elle voulait s'échapper, alors il fallait vraiment le faire avant d'arriver sur l'île.
Henry revint et montra qu'il avait apporté ce que Sir Connor avait demandé. Rosen regarda ce que l'homme avait apporté, Yann vit qu'à ce moment-là le prisonnier regardait simplement avec intérêt. La minute suivante, un plateau de viande crue est apparu devant notre héroïne, la jeune fille a regardé les morceaux de viande rouge avec perplexité. Yann lui a dit de regarder attentivement, notre héroïne était tendue, ne comprenant pas ce qu'il allait faire. Une seconde plus tard, le gardien jetait des morceaux de viande par-dessus bord, elle ne comprenait toujours pas ce qu'il voulait lui montrer par là. Puis il lui dit de regarder l'eau, sur quelles eaux il flottait, ce qu'elle voyait maintenant. La viande jetée par-dessus bord est tombée, laissant des traces violettes de sang qui sont restées dessus. La traitant de sorcière, se réjouit et la pressa de chercher plus loin, elle serait intéressée. Des taches sanglantes et d'énormes dos de créatures marines sont apparues, à en juger par les ombres qu'elles ont laissées, montrant leur taille gigantesque. La jeune fille regarda les monstres marins tourner autour du navire, et Henry ajouta avec contentement qu'elle n'avait vraiment nulle part où fuir. Yann, montrant les clés, a ajouté que s'il veut devenir une collation pour le monstre marin, il devrait alors prendre un bateau et partir en voyage. Il s'est approché de Rosen, lui a montré un trousseau de clés et lui a dit qu'elle voulait apparemment vraiment les récupérer. Il se moquait maintenant d'elle, il était cruel et froid, le regardant dans les yeux, Rosen pensait qu'il n'était pas un gentleman. La jeune fille comprit qu'il ne pouvait en être autrement, comment le gardien pouvait-il se comporter différemment? Elle se tenait en face de lui et regardait son visage et pensa que c'était aussi le visage des Tracts, mais il ne se ressemblait pas du tout, comme une personne différente. Je ne sais pas pour les autres, mais il ne fait clairement pas de cérémonie avec elle, il veut briser sa volonté, il fait comprendre de toutes les manières possibles qu'elle est condamnée. Lorsqu'elle aperçut les cellules de prison du paquebot, elle se sentit comme un rat. Rosen était submergée par des pensées difficiles quant à savoir si elle ne pourrait vraiment pas s'échapper d'ici. Son compagnon de cellule l'a sortie de ses pensées et lui a demandé de tout lui dire. La jeune fille a haussé les épaules et a répondu qu'il n'y avait rien à dire. Le compagnon de cellule a fait allusion à une rencontre personnelle avec Yann, mais notre héroïne a clairement indiqué qu'on lui avait laissé entendre qu'il n'y avait nulle part où fuir, tout était banal. Pendant que le voisin lui demandait s'il avait dit autre chose, un charmant bébé aux yeux bleus est arrivé sur eux. Rosen ne comprenait pas ce que Maria attendait d'elle, elle expliqua que Rosen était jeune et attirante. Ensuite, elle a expliqué en détail à son amie qu'elle était jeune et attirante et qu'elle était restée seule avec un bel homme. Lorsque Rosen a compris où voulait en venir la voisine, elle a dit que rien ne s'était passé et que cela n'aurait pas pu arriver, eh bien, même si nous supposons qu'elle essaie de le séduire, son apparence en lambeaux ne l'inspirera clairement pas. Maria, souriante, lui a proposé de l'attaquer, ce qui rappelle l'incident d'Al-Café. Rosen a répondu sérieusement que le problème ne vient pas seulement de Yann Connor, mais aussi du fait que l'océan regorge de prédateurs marins. En prononçant ces mots, la voix de la jeune fille tremblait, comme si elle cherchait à justifier l'impossibilité de la tentative. Maria posa sa main sur l'épaule et regarda la jeune fille dans les yeux, lui demandant si elle était sur le point d'abandonner. Maria d'Al-Café se dirigeait vers l'île avec Rosen, elle avait tout le pouvoir à l'intérieur, si quelqu'un ne l'aimait pas, alors elle ne vivrait pas jusqu'à la fin de son mandat. Et les gardes ne pouvaient pas faire grand-chose ou interférer avec son domaine interne. Lorsque Rosen a été amenée à Al-Café, elle a réussi à devenir célèbre grâce à une seule évasion. Elle grattait sa cuillère sur l'assiette avec désespoir, puis Maria s'est approchée d'elle, lui demandant qu'elle avait l'intention de réveiller tous les gardes. Que sa popularité fasse le jeu de Rosen ou qu'il y ait une sympathie personnelle, elle et Maria sont devenues amies. Tout le monde l'a bien traitée parce que Maria la protégeait, alors la fille n'a pas compris ce qui se passait. Mais à cette époque, la vie en prison était plutôt calme. Lorsque Maria a insisté pour savoir si Rosen était sur le point d'abandonner, la jeune fille a compris ce que son voisin attendait d'elle. Elle a regardé Rosen dans les yeux avec une sorte de frénésie, et notre héroïne s'est rendue compte qu'ils avaient besoin de sa victoire. Ils ont besoin d'elle pour piétiner de manière démonstrative la fierté de l'armée impériale, effacer toute trace. C'est une sorte d'idéologie, elle est leur idole, probablement dans une certaine mesure, cela leur donne la force de vivre. Rosen a répondu que bien sûr que non, elle n'allait pas abandonner et qu'elle devrait le savoir très bien. La jeune fille a regardé sa voisine résolument dans les yeux et a répété qu'elle n'abandonnerait jamais, qu'elle était leur idole et qu'elle ne la laisserait pas tomber. Myria a souri avec satisfaction et a dit que c'était une bonne décision. Puis elle a proposé de fumer, ce qui a dérouté Rosen quant à la façon dont elle avait même obtenu des cigarettes. Ils ont fumé et Rosen a commencé à parler d'Yann. Que faisait-il ici? N'était-il pas pilote? Une telle personne avec de nombreuses récompenses devrait occuper un poste important au sein du gouvernement. Elle pensait que Maria savait peut-être quelque chose, mais elle, tirant une bouffée de sa cigarette, répondit qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a ensuite suggéré qu'il aurait pu être blessé et rétrogradé, mais Rosen a nié cette hypothèse. Physiquement,
il avait l'air bien. Maria a remarqué que lorsqu'elle prononce le mot estropié, elle ne fait pas référence à une blessure physique. Lorsque Rosen a demandé des explications, la femme a levé un doigt sur sa tempe. Réalisant à quoi le voisin faisait allusion, la jeune fille renifla, lui demandant de ne pas dire de bêtises, mais elle, sans être offensée, répondit qu'elle ne se souciait pas vraiment de ce qui lui arrivait. Maria a ajouté que l'essentiel pour eux était de le ramasser pour sortir d'ici, mais Rosen pensait que cela ne fonctionnait que sur les sans-cervelles. La fille a raisonné à voix haute, « Eh bien, disons qu'elle vole la clé, elle ne peut sortir que par l'eau. Le canot de sauvetage n'a pas de moteur et il n'y en a pas d'autre ici. » Tirant une bouffée de sa cigarette, elle a ajouté que le problème ne vient pas seulement des monstres. Elle s'imaginait théoriquement flottant dans un canot pneumatique sans nourriture ni eau, elle ne pouvait pas résister, sinon aux monstres, du moins à la faim et à la soif. Pendant qu'elle raisonnait, elle entendit quelque chose jeté sur le sol, elle ne comprit pas qui ou quoi la distrayait. Elle fut stupéfaite de voir un bébé avec un ballon, sa première pensée fut ce que l'enfant faisait ici. Rosen a demandé à voix haute comment l'enfant était descendu ici, la réponse de Maria l'a presque fait s'évanouir lorsqu'elle a innocemment répondu que cette fille lui avait apporté des cigarettes. Elle a crié à la fille qu'elle ne pouvait pas marcher ici, là où se trouvaient ses parents. La jeune fille la regarda avec d'immenses yeux bleus et au lieu de partir, elle s'approcha de la caméra. Portant une balle rose devant elle, la jeune fille se dirigea vers eux à grands pas. La jeune fille lui dit bonjour et se présenta comme étant Lila Reville, ce à quoi Rosen sauta. Elle a demandé à la jeune fille si elle connaissait Henri Rivilla, l'enfant a répondu que c'était son oncle. Sur le ton d'un professeur, la jeune fille a dit que ce n'était pas un terrain de jeu pour jouer, mais a noté qu'elle était complètement différente de son oncle et que cela la rendait heureuse. La jeune fille, boudant les lèvres et bouleversée, a dit doucement qu'elle avait promis à ses amis qu'elle rencontrerait Rosen Walker ici. Rosen, joyeusement, lui a demandé si elle savait de qui il s'agissait. La jeune fille a répondu avec joie qu'il s'agissait du fugitif le plus célèbre de l'Empire et d'une sorcière. Lyra a dit que c'est ce que les gens à bord du navire disent d'elle, et que son grand-père est le capitaine du navire et elle a dit qu'elle rencontrerait Rosen Walker, mais personne ne la croit. La fille a dit avec joie qu'elle était au bon endroit, elle était Rosen Walker. Henri se plaignait du travail, qui était un casse-tête et maudissait ce foutu fugitif. Yann lui a conseillé de considérer cette tâche comme des vacances, de regarder l'argent que les gens paient pour cette excursion. Henri a grogné que les gens sont fous, ils s'ennuient tous, seule la guerre est finie, ce à quoi Yann a ri, disant que la guerre a fait d'Henri un vieil homme. Après une pause, il dit que cette sorcière d'Al-Café était aussi de Rioritan. Ces mots eurent un effet sur Yann, son visage changea. Sous les yeux de Yann Connor, cette ville apparut dans le feu et la fumée, c'est ainsi qu'il la vit alors pour la dernière fois. Henri a déclaré qu'il semble qu'elle vivait à la périphérie de la ville jusqu'à ce qu'elle tue son mari. Il a ajouté qu'il voulait juste l'avertir pour que Sir Connor le sache. Il hocha la tête pour indiquer qu'il le savait. Henri remarqua qu'il l'avait spécifiquement écrit dans le rapport. Yann a passé sa jeunesse à Rioriton, il y avait une école militaire là-bas, sa jeunesse est passée, là il est monté pour la première fois dans un avion et a décollé dans le ciel. Pendant la guerre, la ville a été bombardée, Henri a noté que la chance de la prisonnière Rosen était même ennuyeuse, elle n'est pas morte, mais est sortie de cette ville. Il a continué, est devenue une véritable célébrité et se dirige vers l'île de Mont sous votre direction personnelle. Yann lui a rappelé qu'il l'attendait sur Mont Island, il a hoché la tête et a dit qu'il savait et qu'il le savait toujours. Il se souvint de ce cauchemar et les larmes lui montèrent aux yeux, Mont Island ou pas, elle était vivante, mais sa sœur bien-aimée ne l'était pas. Il se souvint de son médaillon et les événements de cette journée furent reproduits et frappés avec une force renouvelée, une colère incroyable contre Rosen obscurcit son esprit. Il se souvenait d'elle sur cette photo tenant la petite Lila, comme elle était belle. Lila Reville s'est exclamée avec admiration lorsqu'elle a appris qu'il s'agissait de Rosen Walker elle-même. La jeune fille, excitée de joie, commença à se demander s'il était vrai qu'elle creusait avec une cuillère, comme il l'écrivait dans les journaux, et si la sorcellerie était également vraie. Rosen n'eut pas le temps de hocher la tête. Rosen a clarifié le nom de la fille et s'est penchée vers elle et a dit qu'elle voulait demander quelque chose. La jeune fille se tendit alors que Rosen la regardait dans les yeux avec sérieux. Notre héroïne a souri et a dit que si Lila répondait à sa question, elle ferait preuve de magie. La jeune fille ne savait pas quoi faire, son grand-père lui avait interdit de répondre aux demandes des prisonniers. Rosen a laissé entendre que si elle ne répondait pas, nous ne verrions pas de magie. Maria a regardé cette photo avec curiosité. La fille a rassuré la petite fille en lui disant qu'elle ne demanderait rien de tel, qu'elle était juste curieuse de savoir quelque chose. Lorsque la jeune fille a accepté, Rosen lui a demandé si elle connaissait Yann Connor, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'il était le patron de son oncle, un héros de guerre.
Rosen a demandé avec sympathie s'il était proche de Lila, la fille a fait une grimace offensée et a répondu qu'elle ne l'était pas du tout. Lila se souvenait de la façon dont son oncle lui avait dit que Yann avait l'air froid, mais en fait il était gentil et l'aimait, parce qu'il la connaissait depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère. Elle a également ajouté qu'il lui avait dit de considérer Yann comme un autre oncle. La jeune fille s'est plongée dans ses souvenirs et a ajouté qu'elle n'en était pas sûre. Les yeux de Rosen brillèrent et elle commença à demander si Sir Connor avait un amant ou une femme. La jeune fille ne comprenait pas ce que signifiait d'avoir ou non une petite amie, mais elle répondit avec assurance qu'elle n'avait pas de femme et que, contrairement aux autres adultes, il n'y pensait pas du tout. Rosen a demandé si la jeune fille avait vu des femmes entrer dans la chambre de Sir Yann ou être seule avec quelqu'un. Elle a battu les yeux et a honnêtement répondu qu'elle n'avait jamais vu une telle chose. Et après s'être ressaisie, la jeune fille demanda sérieusement, en tirant ses mots, si Sir Connor était une personne très compatissante. La jeune fille a répondu innocemment qu'elle ne comprenait pas le sens de ce mot. Rosen a expiré et ne savait pas comment l'expliquer, mais Maria est venue à la rescousse. Maria a expliqué la signification de ce mot à l'aide d'exemples associatifs pour faciliter la navigation de la fille. Rosen regarda attentivement sa voisine et fut surprise de voir avec quelle intelligence elle pouvait choisir des exemples. Maria a donné l'exemple d'un chiot sous la pluie et qui se sent désolé, ou lorsque vous commencez à pleurer lorsque vous voyez quelqu'un d'autre pleurer. Rosen réfléchit involontairement aux paroles de Maria, ne sachant même pas quoi ajouter. La fille sourit joyeusement et dit qu'il parlait d'amour. Rosen expira de soulagement, transpirant abondamment, sourit en retour et confirma. Maria lui a répondu en lui demandant depuis quand les sorcières deviennent nerveuses et transpirent. Rosen, se souvenant d'Yann et de son comportement, remarqua qu'il ne faisait pas partie de ceux qui pouvaient simplement aimer quelqu'un. Mais la jeune fille a commencé à le défendre, même si elle était d'accord avec les paroles de Rosen selon lesquelles oncle Yann était toujours très bon. Rosen pensa à quel point cette fille était naïve et dit à voix haute qu'elle en avait assez entendu, c'était maintenant à son tour de faire preuve de magie. Pour la magie, elle a demandé une petite chose à Lila, la fille lui a donné une pièce de monnaie. Rosen l'a pris dans sa paume, sans quitter le bébé des yeux, effectuant des manipulations, a dit à la fille que la magie est un pouvoir spécial. Tenant sa main devant ses yeux grands ouverts, elle ajouta que la magie devrait toujours avoir des intermédiaires. Montrant une paume vide dans laquelle il y a quelques secondes il y avait une pièce de monnaie. La jeune fille, impressionnée par un tel miracle, cria que la pièce avait disparu, mais Rosen tendit la main vers son oreille. Et la seconde suivante, elle sortit une pièce de monnaie derrière son oreille, la donnant à l'heureuse fille comme talisman. Rosen fit un clin d'œil mystérieux et dit qu'au coucher du soleil, la pièce deviendrait dorée et que la fille ne devrait en parler à personne, sinon la magie se dissiperait. Maria a demandé à Rosen si elle utilisait vraiment la magie, elle a juste souri et a dit que c'était juste un truc, plus tard Lila le comprendrait. Maria a regardé et a dit, n'est-ce pas elle qui prétendait qu'elle ne pouvait pas mentir. Mais elle a ensuite convenu que si elle était une vraie sorcière, elle ne serait pas enchaînée. Maria a dit qu'elle avait entendu parler d'un endroit appelé Witch Island, mais personne ne sait s'il existe réellement. Puis elle a ri et a dit que Rosen elle-même devait déjà le savoir. Rosen écoutait sa voisine les yeux fermés, elle continuait en disant que selon les rumeurs cette île n'est pas loin de Monte. Ouvrant les yeux, Rosen a ajouté qu'il est vraiment possible pour une personne ordinaire d'arriver là-bas comme ça, et il est peu probable qu'elle soit contente d'elle et la salue avec des cris de hurrah. Maria a dit qu'elle plaisantait, puis a ajouté sérieusement qu'il est plus facile de tromper les enfants en faisant appel à la pitié. Elle a suggéré d'essayer cette méthode au commandant, pourquoi ne pas l'essayer? Rosen a répondu avec condamnation qu'apparemment il n'y avait plus d'autres options. Le plan était d'utiliser le noble héros et d'obtenir de lui un ticket de compassion, et de telles méthodes fonctionnaient sur les idiots, mais elles ne fonctionneraient pas sur Yann Connor. Cependant, c'est un pilote militaire, et aussi un héros de guerre, tout le contraire de moi, il est entouré d'une aura d'admiration, de gloire, d'adoration, sa vie est une série de victoires. La jeune fille a pensé à elle-même, à la façon dont elle rêvait d'atteindre son objectif, mais est devenue une créature pitoyable et piétinée. Bien sûr, le sentiment de supériorité sur quelqu'un est bien plus doux lorsque quelqu'un dépend de vous. Avec tristesse, Rosen a complété le dialogue mental selon lequel les sentiments de pitié sont plus faciles à réaliser que l'amour est complètement différent. Yann pensait à ce que Henri avait dit, tout irait bien pour lui, mais de temps en temps, quelque chose comme ça arriverait. Il se souvint des paroles d'une fille qui disait que parfois les sentiments d'Henri se manifestaient, et qu'il n'était pas clair à qui ils seraient ressentis. Elle conseillait à Yann de simplement écouter son ami. Il vous suffit de donner des réponses appropriées jusqu'à ce que ce soit terminé. Yann se tenait pensif, regardant devant lui dans l'obscurité, son dialogue mental interrompu par Henri. Henri regarda Yann avec une certaine inquiétude et dit à voix haute qu'ils étaient là depuis trop longtemps, qu'il était temps d'entrer. Pendant qu'il marchait,
Henri était indigné. Comment un héros de guerre pouvait-il être forcé de transporter une sorcière prisonnière? Mais Connor a répondu qu'un ordre est un ordre. Henri était ravi que Sir Connor soit toujours promu à un poste élevé après ce travail. Il a continué à encourager Yann, disant qu'il était un héros, que seuls les pathétiques nuls de Rioritan pouvaient le haïr. Yann vient d'écouter, il a été accusé de ne pas avoir protégé Riotan, alors maintenant ils veulent démontrer comment cette sorcière est punie. Il comprit qu'il voulait qu'il montre comment il transportait ces détritus échappés de Rioritan vers l'île, puis il fermerait les yeux sur la perte et recommencerait à l'applaudir. C'est juste un spectacle qui devrait être sans imperfection ni défaut. Henri lui dit que dès qu'il aurait fini ce travail, il devrait définitivement se reposer et vivre pour lui-même. Il voulait entendre de la bouche d'Yann qu'une fois tout cela terminé, un chemin brillant attendrait monsieur. Yann se demandait ce que ce brillant chemin signifiait pour lui. Il a pris conscience de ce concept après la fin de la guerre en parcourant l'Arc de Triomphe dans son uniforme militaire complet. Les gens lui jetaient des fleurs et criaient son nom, se demandant s'il était lui-même heureux. Il essaya de se rappeler avec quel visage il avait traversé l'Arc de Triomphe, mais il n'y parvint pas, les souvenirs semblaient superposés. Il était censé sourire, mais il ne se souvenait même pas si c'était un sourire, et si c'était le cas, s'il était convaincant. Il est impossible de protéger tout le monde, il n'y a pas de victoire absolue et vous n'êtes pas un dieu, entendit-il à la fin de sa pensée d'Henri. Il a ajouté que tout le monde sait qu'un commandant doit toujours choisir le moindre de deux mots et que Rosen Walker ne doit pas être ignoré. Henri a proposé de prendre en charge toutes les tâches qui lui étaient associées. Mais Yann lui a assuré qu'il s'occuperait d'elle lui-même et qu'Henri lui-même devait se concentrer sur la restauration de ses forces. Il regarda le visage fatigué de Sir Connor et assura que ce n'était pas de sa faute. À ce moment-là, toutes les stratégies aériennes étaient un pari complètement malsain. Et il a ajouté que sans le commandant Connor, tout se serait effondré. Mais Yann s'est souvenu des visages des morts et s'est demandé, s'il n'est pas responsable de leur mort, alors qui est responsable? Lorsqu'il fut chargé d'escorter les prisonniers jusqu'à Mount Island, le patron lui dit de garder particulièrement un œil sur Rosen Walker. Rosen Walker, ce nom ne pouvait pas lui sortir de la tête. Ou Rosen Owos, il l'avait vue à la une des journaux, la célèbre fugitive de Rioritan est la seule survivante. Yann se tenait devant le journal avec la photo de Rosen et se souvenait des paroles d'Henri, elle était la seule à avoir survécu. Ensuite, Rosen lui a été amenée, mais il ne l'a pas entendue et s'est souvenu de sa conversation avec Henri, rapportent les journaux, puis la fille l'a appelé fort, pourquoi l'avait-il appelé s'il n'écoutait pas? Croisant les bras sur sa poitrine, elle lui demanda avec mécontentement s'il l'avait écouté. Il s'est redressé et a regardé la fille avec une certaine peur et a fait savoir qu'il écoutait. Puis elle a décidé de continuer en abordant le sujet des requins, mais il a plaisanté sarcastiquement en disant qu'elle devrait bien connaître le régime alimentaire des requins. La fille s'est mise en colère. Quel genre de personne est-il? Il veut l'écraser mentalement. Elle se leva d'un bond et se pencha vers lui criant d'arrêter. Et elle a ajouté qu'elle avait compris la conférence selon laquelle ce serait stupide de s'enfuir, mais avec des conférences sur les monstres marins, il faut aussi savoir s'arrêter. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'elle était une idiote, Yann a calmement ajouté que la différence entre un idiot et un héros n'était qu'un morceau de papier. Ni l'idiot ni le héros ne pensent aux conséquences, mais il ajoute ensuite de manière instructive que si vous réfléchissez avec votre tête, vous pouvez éviter de faire des bêtises. La jeune fille a demandé avec défi s'il voulait dire que maintenant elle n'était plus en bon terme avec son chef. Il a noté qu'il peut la qualifier de courageuse, mais beaucoup la prennent probablement pour une héroïne sombre. La jeune fille, à son tour, lui demanda qui elle était pour lui, une idiote ou une héroïne. Il réfléchit et répondit que selon ses critères, elle était idiote pour s'enfuir. Voyant que Rosen commençait à bouillir, il lui demanda de ne pas s'énerver. La jeune fille a commenté sa réponse, ce qui signifie qu'elle aurait dû purger tranquillement 50 ans, à son avis, c'est beaucoup plus bête. Elle essaya d'observer sa réaction, essayant de trouver la clé, elle lui demanda ce qu'elle pensait qu'elle aurait dû faire. Il a calmement commencé à dire que lorsque la peine initiale aurait été prononcée, il devait admettre sa culpabilité, il aurait alors bénéficié d'une atténuation. Et si elle s'était comportée décemment en prison, elle aurait pu demander une libération anticipée ou un transfert dans une prison offrant de meilleures conditions. Ouais, elle serait morte alors, Rosen dit d'un air suffisant, elle se souvenait de ce qui était arrivé à la ville de Rioritan. Il ne savait pas quoi répondre, la jeune fille décida de supprimer le problème douloureux et continua son raisonnement. Pourquoi devrait-elle pourrir pendant 50 ans, et le meurtre est donné de 8 à 50 ans, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi, d'accord, eh bien, disons qu'elle n'a pas pu le supporter et qu'elle a tué, supposons simplement pourquoi elle a 50 ans, et l'homme qui vivait à côté d'elle et qui a battu sa femme à mort a seulement 8 ans.
Yann l'a pointé du doigt et a déclaré que cela était également prévu dans la loi. Il a fait un signe de tête en désignant les livres, mais la fille a dit qu'elle ne savait pas lire, il a dit qu'il était au courant. Sœur Connor s'est tenue au-dessus d'elle et a déclaré que tout était écrit dans la loi et qu'elle était désormais condamnée à la prison à vie sur l'île de Monte. En regardant sa condamnation et en regardant froidement ses yeux, la jeune fille devint involontairement froide. Il a répété que ce n'était que sa faute et qu'il avait été trop longtemps indulgent à son égard. Cela a indigné Rosen, elle a bondi, mais il a catégoriquement ajouté que la conversation personnelle était terminée. Il lui ordonna de se lever et de se diriger vers la sortie. La jeune fille pensa fébrilement que si elle partait sans rien, tout cela se reproduirait. Réfléchissant à la manière d'attirer son attention et au fait que c'était sa dernière chance, la jeune fille essaya nerveusement de dire quelque chose, mais quoi? Ce qui peut attirer l'attention de Yann Connor, c'est qu'elle a alors laissé échapper qu'il était comme elle. L'homme s'arrêta, sans rien dire, se tourna vers Rosen qui se tenait derrière lui. La fille a dit qu'il était aussi un idiot, il lui a demandé comment elle l'appelait, notre héroïne a courageusement répondu de la même manière qu'il l'appelait tout récemment. Le regardant dans les yeux, elle continua de répéter ces mots selon lesquels une feuille de papier sépare un héros d'un idiot. Alors ne sont-ils pas pareils? Lui est un héros léger, et elle est un héros sombre et tous deux sont idiots. Il a été vraiment accroché par ces mots, à quel point ils diffèrent. Personne ne croyait à la victoire dans la guerre, à un petit pays qui porte pompeusement le nom d'un empire. Alors que Tala a déjà capturé plusieurs États. Il l'écouta parler de la victoire et de ce que cette victoire avait apporté. Des gens brisés gisant en ruines, des villes détruites et lui-même, vêtu d'un bel uniforme et appelé héros. Et maintenant, vous escortez des prisonniers pathétiques et la question est de savoir pourquoi il fait un tel travail. Il se faisait face, il la tenait par la chaîne de ses chaînes. Les mots eurent un effet, il commença à s'éclairer de rage, ce que Rosen voulait. Finalement, il a crié à la fille de fermer la bouche, il a été attrapé, pensa T.L. joyeusement. Maintenant qu'il était sur le point de la frapper, elle attendait cette action, décidant de le pousser et ajoutant s'il était fier de sa grandiose victoire. Cloue-le au sol avec ta botte de combat. La fille le regarda d'un air de défi, en lui disant allez, qu'est-ce que tu attends? Elle était déjà habituée à la douleur. Mais il a répondu que ses paroles étaient vraies, le visage de la jeune fille a changé, mais il a ajouté qu'elle n'avait pas le droit de les prononcer. Ses amis d'armes, qui défendaient l'Empire et la vie des gens, sont morts dans le ciel, et elle ne sait que comment s'échapper. Si elle ne sait pas ressentir de la gratitude, alors au moins elle ne devrait pas insulter. Il s'est penché vers elle et lui a dit durement que tout le monde ne vit pas comme elle et il a vu à travers ses astuces, elle a essayé de le provoquer avec ses mots. Rosen a en effet été découragé lorsqu'il a qualifié ses provocations et ses mensonges de trop limités pour lui. Il s'est expulsé avec colère, il veut de la compassion, qu'il cherche quelqu'un d'autre. En réponse à ses paroles selon lesquelles elle ne mentait pas, il a montré ses chaînes et a déclaré que le pire était qu'elle ne réalisait pas la gravité de son crime et qu'elle y était enchaînée afin de montrer à quel point elle était tombée. Le péché de prendre la vie d'une autre personne, ses paroles auraient été plus douloureuses s'il l'avait simplement giflé au visage. La jeune fille ne pouvait pas croire que ces mots étaient prononcés par la même personne qu'elle avait vue sur les tracts. Et puis elle a sifflé dans son cœur qu'il était vraiment un idiot. Ce à quoi Yann Connor a déclaré qu'il comprenait parfaitement à quoi elle ressemblait. Et il a dit qu'il n'y aurait plus de conversation personnelle, debout sous les portes, elle se demandait à quoi elle s'attendait. Je me suis souvenu des mots venant de la radio selon lesquels si le signal d'un raid aérien retentit, il faut entrer dans la clandestinité, ils sont protégés. Fermant les yeux, Rosen se dit qu'elle avait clairement écouté sa voix, imaginant qu'il lui parlerait aussi. Elle semble sortir de la réalité et sombrer dans une auto-illusion constante. Pourquoi pensait-elle constamment à entendre sa voix chaleureuse comme à la radio alors? Puis la fille a explosé et juré, comme il est exaspérant, il y a un héros qui se promène ici, il a tout accompli. Pensez-vous qu'Yann Connor peut me briser? Il y aura certainement une chance, s'assura Rosen de manière décisive et ferme. Ses pensées furent interrompues par la voix moqueuse d'Henri, qui vit qu'elle s'était essuyé le visage et avait attaché ses cheveux, il remarqua d'un ton caustique que la seule chose qui manquait était du rouge à lèvres. Notre héroïne n'a pas été déconcertée et a répondu que bien sûr, elle se maquillerait, cela valait la peine de la regarder propre et bien rangée. En la conduisant à la cellule, il lui a demandé quelle astuce elle avait cette fois-ci, la jeune fille a répondu que c'était une bouteille d'eau potable, qu'elle avait gardée pour se laver comme il se doit. Marchant dans le couloir, elle a décidé de se moquer d'Henri, admettant ses ruses, sa curiosité jouait un rôle, et elle a fait un clin d'œil, racontant les secrets des femmes, quand un homme et une femme sont seuls. Rosen lui a menti en lui disant qu'il l'aimait bien s'il la courtisait ainsi. Henri s'est immédiatement effondré et a commencé à transpirer. En le regardant, la jeune fille pensa, pourquoi Yann Connor n'est-il pas un idiot comme celui-ci? À quel point il serait alors facile de l'influencer.
Henri se comportait comme un élève de première année, Rosen prenait plaisir à le taquiner et elle lui proposait en souriant d'être amie. Alors qu'il montait les escaliers, elle vit une fille qu'elle connaissait, c'était Lila qui jouait dans les escaliers. Rosen fronça les sourcils et pensa que la jeune fille était à nouveau livrée à elle-même. Elle regarda Henri, qui voulait se débarrasser d'elle le plus rapidement possible en l'envoyant dans une cellule de prison, et pensa que si on y regardait bien, elle et Lila étaient très semblables. Soudain, la jeune fille l'arrêta, d'un air sérieux, lui fit comprendre qu'elle voulait dire quelque chose d'important. Elle a ensuite dit que sa nièce était si mignonne et souriait sournoisement. Regardant l'homme dans les yeux, Rosen sourit d'un air menaçant et dit qu'elle s'appelait Lila. Henri roula des yeux d'horreur, pâlit, un filet de sueur coula sur son visage et il croassa ce qu'elle venait de dire. D'une voix tremblante, il lui demanda comment elle savait pour sa nièce. La jeune fille haussa les épaules et répondit que ce n'était pas du tout difficile. Elle voulait le taquiner davantage, mais soudain Henri se tourna vers la fille et ses clés tombèrent. La jeune fille leur tournait le dos, on ne voyait pas ce qu'elle faisait. Rosen le rassura en disant que pouvait-elle faire avec des menottes. Il expira, disant qu'elle était définitivement une sorcière. Puis une tirade a commencé selon laquelle il la mettrait en lumière, elle était définitivement une sorcière, si seulement elle essayait ne serait-ce que de toucher un cheveu de Lila. Soudain, son cri assourdit presque Rosen, il se tourna vers la jeune fille et cria. Avait une respiration sifflante, ne pouvait pas prononcer un mot, porta sa main à sa gorge, ses yeux révulsèrent. Rosen regarda le bébé avec horreur, voulut prononcer son nom, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La jeune fille les regardait d'un air suppliant, les yeux pleins de larmes, ses mains tenant toujours sa gorge. Rosen s'est rendu compte que la fille avait quelque chose de coincé dans la gorge et elle a commencé à appeler un médecin. Elle a crié après Henri, le traitant d'idiot, lui demandant s'il y avait au moins un médecin sur le navire, mais il est tombé dans la stupeur à cause de la peur. Henri à ce moment-là se tourna vers lui-même, comme s'il venait de l'extérieur, lui demandant de reprendre ses esprits, mais ne put se résoudre à bouger de l'horreur de perdre sa nièce. Notre héroïne s'est rendue compte qu'il ne servirait à rien, elle s'est mise à crier et à appeler à l'aide, mais il n'y avait personne. Elle essaya fébrilement de savoir quoi faire, par hasard, il se trouvait dans la partie la plus déserte du navire. Elle se souvint de la façon dont Émilie lui avait enseigné les premiers secours, la RCR, comment elle regardait les enregistrements à contre-séure et ne comprenait pas pourquoi elle devrait se plonger dans tout cela. Se tournant brusquement vers Henri, qui se tenait comme une momie, elle lui cria de la libérer, la fille avait besoin d'aide. Je me souviens des notes d'Émilie, qui affirmait que cela pouvait toujours être utile dans la vie, car les gens ne meurent pas seulement à la guerre. Henri a ouvert les chaînes et Rosen n'a cessé de penser à quel point une personne est fragile, comment on peut mourir pour des raisons absolument absurdes. Elle ne comprenait pas pourquoi Émilie travaillait si dur pour acquérir ses compétences en premier secours et transmettre ses connaissances aux autres, car personne ne connaîtrait son travail. Lorsque Rosen a couru vers Lila, les mots d'Émilie ont résonné dans sa tête selon lesquels une seule personne ne peut pas sauver le monde entier. Tout le monde n'a pas la capacité de maîtriser la magie, mais cette connaissance peut être nécessaire à tout moment. Les gens ont commencé à quitter leur cabine après avoir entendu le bruit. Rosen a sorti l'objet qui était coincé dans sa gorge en utilisant une technique qui lui avait été enseignée, après quoi ses jambes ont cédé, serrant le bébé dans ses bras, elle s'est assise par terre. Elle entendit des bribes de voix disant que la fille avait failli mourir, Dieu merci, cette fille était arrivée à temps. Léla a commencé à sangloter de peur et de stress extrême, s'accrochant à Rosen. En serrant la fille dans ses bras, Rosen pensa qu'elle venait de sauver cet enfant. Henri en sanglotant accourut et attrapa la jeune fille dans ses bras. Les gens se sont fait écho de ce qui s'était passé et de la façon dont Rosen avait sauvé le bébé, de nouveaux passagers sont sortis. La conscience de Rosen a progressivement commencé à s'éclaircir et la fille avait quelque chose de coincé dans la gorge. Les gens qui la regardaient se parlaient de la façon dont ils l'avaient vue auparavant, un visage familier. Le regard de Rosen tomba sur un petit objet posé sur le sol où elle et Lila étaient assises. La jeune fille prit la petite chose avec ses mains et vit que c'était le bonbon avec lequel Lila s'était étouffée. Elle pensait à quel point il était étrange qu'une balle ou un bonbon puisse également tuer une personne. Toujours assise par terre, elle réalise que les militaires ne sont pas les seuls à pouvoir sauver ou tuer. Comme Émilie avait raison lorsqu'elle transmettait ses connaissances. La fille entendit des pas derrière elle, quelqu'un se tenait au-dessus d'elle, cet idiot avait-il enfin repris ses esprits. Rosen a dit que son talent était également utile, si elle veut lui dire merci, laissez-la lui donner de l'eau. Puis elle remarqua qu'elle pouvait laisser le paquet dans la cellule, pourquoi était-il resté silencieux là, quand soudain elle vit Yann debout au-dessus d'elle, qui répondit qu'il le ferait. La fille a demandé, ne sachant pas quoi dire, pourquoi il était ici, il l'a simplement regardé. Rosen le regarda également dans les yeux, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Soudain,
Ils entendirent une voix forte demandant si Lila allait bien et tous deux tournèrent la tête. Le vieil homme serra la jeune fille dans ses bras, en les regardant, Rosen se rendit compte qu'il s'agissait du capitaine du navire. Puis elle s'est rendue compte que Ian Connor se tenait toujours à côté d'elle et lui a dit qu'elle ne l'avait pas aidé pour une récompense, mais qu'elle venait de dire quelque chose à propos de sa demande. À quoi il répondit qu'une telle récompense n'était qu'une bagatelle, ajoutant que l'armée de l'Empire paie toujours pour une vie sauvée, même si c'est un criminel qui sera emprisonné sur l'île de Monte. Il lui tendit les menottes pour qu'elle les remette. En voyant ses yeux, il dit que c'était nécessaire de toute façon. Rosen accepta calmement. Lorsqu'il a mis les chaînes, elle lui a demandé s'il la laisserait vraiment se laver. Ian a acquiescé. Mais il a précisé que ses mains devaient continuer à être enchaînées. La jeune fille était indignée de la façon dont elle pouvait se laver les mains liées, simplement s'arroser d'eau et c'est tout. Une voix interrompit leur dialogue et dit qu'elle pouvait assigner une servante pour l'aider, qu'elle pouvait être une princesse, même si cela n'aurait pas dû être dans son destin. Ces paroles ont été prononcées par le capitaine du navire qui se tenait derrière eux et entendait la conversation. Ian tourna la tête lorsqu'il vit le capitaine. Avant de pouvoir prononcer son nom, il entendit le capitaine crier. Le capitaine revit la traiter Ian de salaud sans manière. Où sont ses manières et lui a-t-il appris que le sauveur doit être enchaîné? Elle et Rosen étaient sans voix à cause de cela. La fille a pensé que waouh grand-père. Le capitaine est venu et a dit qu'il avait envoyé tout le monde dans leur chambre, qu'il ait laissé cette dame partir au moins pendant un moment. Après tout, il y a de la mer tout autour. Ian a répondu que c'était impossible. Le capitaine a crié que c'était possible. En général, tout est possible dans le monde. Ian a essayé de lui rappeler la loi, mais le capitaine a crié que sur cette ligne, les lois du pays ne s'appliquent pas. Ici, c'est la loi. Ian et Rosen se tenaient comme des écoliers devant le professeur. Le capitaine a continué que devant lui se trouvait sa sauveuse Lila. Dans tous les cas, vous pouvez retirer les chaînes pendant qu'il exprime sa gratitude. Alors que le capitaine était indigné de la façon dont il pouvait remercier un homme enchaîné, le visage satisfait de Lila apparut derrière le capitaine. Rosen sourit et fit signe à la jeune fille pendant que Ian essayait de convaincre le capitaine que Rosen était un criminel. Le capitaine posa la main sur la tête de sa petite fille et lui dit affectueusement que Rosen était avant tout un sauveur. Ian, au contraire, était convaincu qu'elle était avant tout une criminelle. Le capitaine a de nouveau attaqué Ian, le traitant de scélérat qui doit absolument mettre ses 200. Le capitaine se redressa, s'adressant à Rosen Lady Owos, ignorant le bourdonnement d'Ian selon lequel il y avait un ordre d'en haut, il ne pouvait y avoir aucune exception. La jeune fille a été étonnée de voir à quel point le capitaine lui a exprimé chaleureusement et paternellement sa gratitude et s'est excusé pour les mauvaises manières d'Ian. Il s'est incliné devant elle et lui a dit qu'il avait oublié de se présenter, il est maintenant à la retraite. Et une fois qu'il était amiral dans la marine, il était un peu gêné et a ajouté qu'elle avait peut-être entendu parler d'Alex Reville. Elle a certainement entendu ce nom, mais où? Quand soudain la jeune fille s'est rendue compte que sa statue de bronze se dressait au centre de la capitale. Tout était écrit sur le visage de Rosen, qui restait sans voix et le pointait du doigt, ce à quoi le capitaine sourit et dit qu'il était heureux qu'elle le reconnaisse. Lorsque Rosen a retrouvé sa capacité à parler, elle a bégayé et a dit que bien sûr, elle avait entendu son nom. Elle s'est souvenue de son portrait, c'est un héros de l'ancienne guerre, dont le nom est connu même des enfants qui ne sont pas allés à l'école comme elle. À son tour, Rosen toussa sérieusement et dit qu'elle n'était ni une dame ni Aos, son nom était Rosen Walker. Il a demandé la permission d'appeler la fille Miss Walker, serrant Lila dans ses bras, a déclaré que sans Rosen, sa seule petite fille serait morte aujourd'hui. Puis il lui a demandé sérieusement si, selon lui, elle aimerait se laver et manger. Rosen a répondu qu'elle lui serait reconnaissante si de l'eau et de la nourriture étaient apportées à la cellule et a demandé de la viande, mais le capitaine a répondu que c'était impossible. Le capitaine a déclaré qu'il n'était pas habituel pour la famille Riville de traiter un bienfaiteur de cette façon. Alors si elle n'a rien de prévu pour demain soir, il l'invitait à dîner. Rosen resta abasourdie, venant d'être invitée par le capitaine Reville à un dîner. La jeune fille commença à refuser en bégayant, elle imagina un dîner sous la forme d'immenses salles de bal, d'équipements spéciaux, de mots, d'étiquettes. Le capitaine la rassura en lui disant que c'était juste un dîner avec sa famille. Rosen pensait que ce grand-père était grandiose en lui-même. La jeune fille était surprise et reconnaissante d'une telle invitation, mais elle était sur le point de refuser poliment lorsqu'elle entendit la voix de Ian. Il a dit que c'était déjà trop, à la fin c'est lui qui a hésité. Mais Rosen répétait mentalement le tueur, la sorcière, la roturière, en plus de ça, sale et dangereux, c'est comme ça qu'il la voyait. Oui, il la voyait exactement comme ça, une meurtrière méprisable, indigne de s'asseoir à une table avec des gens élevés et respectés. Elle pensait aux pauvres et aux personnes abandonnées, et l'espoir brillait autrefois dans son cœur.
Il ne peut pas le dire, mais il la considère comme une meurtrière des classes inférieures de la société. Et par conséquent, la jeune fille a souri au capitaine et a dit qu'elle considérerait comme un honneur d'accepter une telle invitation. Et elle a innocemment ajouté pourquoi refuser une telle offre si elle a toujours faim. Elle a assuré qu'elle pourrait manger et qu'avec ses mains enchaînées, les chances de s'échapper étaient négligeables. Puis, jetant un coup d'œil à Yann, elle a continué à raconter comment Sir Connor lui a gentiment montré les terrifiantes créatures marines de l'océan. Yann lui lança un regard nerveux, voulut ajouter quelque chose, mais resta silencieux. Rosen a rappelé comment on lui avait fait remarquer qu'elle ramassait partout des dépliants avec l'image de Sir Connor. Elle s'est excusée, mais elle a été accusée d'addiction. Oui, c'est vrai, il était son héros et son idole. L'essentiel est que son mari ne le voit pas, mais elle a soigneusement collecté des tracts avec sa photo et les a pressés contre sa poitrine. Je ne voulais pas me l'admettre, mais j'étais amoureuse de cet homme. Elle avait de grands espoirs pour lui et ici, l'ayant rencontré personnellement, elle a compris à quel point il était différent de son image imaginaire. Alors, elle commença à se mettre en colère, elle voulait qu'il reste l'homme de ses rêves. Souriant radieusement et regardant Yann, elle réalisa que la vie l'emmenait toujours quelque part. En ouvrant les yeux, Rosen ne pouvait pas comprendre où elle se trouvait, elle était entourée de luxe et de beauté. Elle se demanda, ça devait être le paradis, cela ne ressemblait certainement pas à son appareil photo, peut-être un rêve, ce qui signifie que vous devez fermer les yeux et le regarder davantage. Elle ferma les yeux et décida de continuer à regarder ce merveilleux rêve lorsqu'elle entendit des pas. 3 servantes entrèrent, se présentant comme Michaela, Louise et Maya, disant qu'elles avaient préparé un bain chaud. Rosen, qui comprenait peu de choses, a été tirée du lit et s'est assise dans le bain chaud. Notre héroïne a commencé à reprendre ses esprits en se souvenant du vieux capitaine qui l'avait invitée à dîner. Mais Yann Connor n'a pas aimé, par dépit, elle a accepté son avis, puis elle a été amenée dans ses appartements royaux. Rosen ferma les yeux en profitant de l'eau tiède et de la mousse aromatique enveloppante. Elle ne se souvenait même pas depuis combien de temps elle n'avait pas pris de bain. Le capitaine avait envoyé ses gens pour l'aider. Les filles se sont excusées pour leur curiosité et ont demandé si Rosen était vraiment une sorcière. Elle a souri et a demandé si elle croyait à cette absurdité. Les servantes ont ri et ont répondu qu'elles n'y croyaient pas, juste la petite Lila se vantait d'avoir rencontré une sorcière. Rosen a reconnu que les enfants sont crédules et prennent souvent les choses au pied de la lettre. La femme de ménage a versé plus d'eau chaude pour un meilleur confort, même si Rosen a assuré que tout allait bien tel quel. Lorsqu'elle restait seule dans le bain chaud, elle pensait qu'elle ne voulait pas s'habituer à cette chaleur. Plus on restait longtemps dans la chaleur, plus le vent froid était douloureux. Une telle chaleur avait toujours été un luxe pour elle, puis elle ne l'a pas compris et a tendu la main vers cette chaleur, s'est précipitée comme une idiote dans ses bras pour le bien de cette chaleur. Elle ne laissera pas cela se reproduire, afin de ne plus ressentir de douleur et de froid. Perdue dans ses pensées dans le bain, elle entendit des voix, les filles disaient que c'était inacceptable. Lorsque les servantes ont dit qu'elles ne pouvaient pas y aller, une voix d'homme a dit qu'il ne voulait pas, mais qu'il devait surveiller. Ils ont essayé de le convaincre de l'ordre de Sir Reville, et l'homme a insisté sur le fait que Sir Connor lui-même avait donné l'ordre de monter la garde. Tout le monde a ouvert la bouche lorsque Rosen, se couvrant d'une serviette, est sortie et s'est levée et Henri a dit « Laissez-le dire ce qu'il veut dire ». Se couvrant les yeux avec sa main, il marmonna ce qu'elle faisait, c'était un homme. Quand Henri rassembla son courage et demanda aux servantes de rester seules, voyant leurs visages effrayés, il ne répondit cela pas plus d'une minute. Les filles étaient indécises, il a ajouté qu'il s'agissait d'informations confidentielles, Sir Connor a ordonné de les transmettre immédiatement. Il n'a pas été empêché par les paroles des servantes d'attendre que la dame s'habille. À la fin ils ont dû sortir. Rosen a demandé ce qu'il voulait dire ou s'il procéderait à une fouille personnelle. Henri s'est immédiatement enflammé et a répondu qu'elle était nue. Pourquoi devrait-il l'inspecter? Il n'était pas un pervers. Rosen a dit, qui est-il s'il a expulsé les filles et est entré vers elle juste pendant qu'elle se baignait? Notre héroïne a souri et a dit qu'il était un menteur inutile. Henri a rougi et a essayé de dire quelque chose. Rosen a ajouté, eh bien, pourquoi avez-vous envoyé votre lieutenant au moment où elle prenait un bain? Il est venu parce qu'il voulait dire quelque chose de personnel. Le commandant pourrait ordonner un garde à la porte, mais pas aux toilettes, il s'agit d'une conversation secrète. Henri était silencieusement embarrassé, réalisant qu'il avait été découvert. Rosen a dit qu'il n'était pas nécessaire de se cacher derrière le patron, laissez-le parler s'il a quelque chose à dire. L'homme a sifflé que cela concernait Lila et s'est déplacé, ne sachant pas comment continuer. Finalement Rosen a dit qu'il n'était pas bon, il a accepté. Pour continuer la conversation d'une manière ou d'une autre, Henri a dit que le bébé allait déjà bien, le médecin l'a examiné.
Rosen a bien répondu, mais quelque chose n'allait définitivement pas. Elle a demandé s'il était vraiment pilote et s'est assise aux commandes. L'homme a répondu qu'il avait détruit plus de 50 avions ennemis. Interrogé sur sa peur, Henry a déclaré qu'il avait une sœur aînée qui s'était mariée et avait donné naissance à Lila. En parlant du bombardement de Rioritan, Rosen est devenue triste, c'était douloureux pour elle. Était-elle là à ce moment-là? Non, elle n'y était pas. C'est lors du bombardement qu'elle a réussi sa première évasion. J'ai tout appris lorsque j'étais déjà à Al-Café, que Rioritan n'était plus. Son beau-frère, sa sœur et Lila étaient là, la fille venait de naître. Henry a ajouté qu'au début, il n'arrivait pas non plus à y croire, que la ville n'était plus là. Rosen écoutait en silence, la voix d'Henry se brisa. Comment une ville assez grande pouvait-elle disparaître de la surface de la Terre? Il a continué en disant que le plus drôle, c'est qu'il avait la possibilité d'arrêter cela. Il savait que sa sœur était là avec son mari et son enfant. En disant qu'il ne pouvait pas arrêter le bombardement, Rosen ne voulait rien savoir, c'était trop difficile. Pourquoi ne pouvait-elle pas? A-t-elle demandé. Henry a expliqué que ce jour-là, ils ont vu une escadre ennemie, ils étaient nombreux, ils ne pouvaient pas tous les gérer. Yann apprit qu'ils se dirigeaient vers Rioritan, la capitale de l'Empire Malona et que leur Riotan natal arrivait. Sir Connor dut faire un choix, la capitale ou Rioritan, et le capitaine donna l'ordre à Henry de défendre la capitale. Henry dit que le patron a fait le bon choix, que c'était nécessaire et qu'il ne lui en veut pas. Alors ils ont passé toute la guerre dans des avions, ils pensaient avoir tout surmonté, mais après la fin, Henry ne pouvait plus s'asseoir dans le cockpit d'un avion. Et il n'est vraiment plus celui qu'il était, mais Lila est ici avec lui. Rosen, après réflexion, a déclaré qu'il la détestait parce qu'elle, étant une criminelle de Rioritan, avait survécu tandis que sa sœur innocente y mourait. L'homme a hoché la tête. Le regard de la jeune fille devint triste et elle répondit que cela méritait la haine, qu'il continue à détester. Les gens ont toujours besoin d'un héros à admirer comme Yann Connor. Et celui que vous pouvez détester, ils sont comme les deux faces de la médaille, le héros et la sorcière. Ses pensées furent de nouveau interrompues par Henry, qui lui dit qu'il était venu s'excuser. Excusez-vous de l'avoir harcelé et de lui avoir montré les monstres en l'attirant avec un filet de viande, au saillie, ce n'était pas l'idée de Connor. Quoi qu'il en soit, sans Rosen, Lila aurait souffert et pour cela il lui en est très reconnaissant. À ce moment-là, Yann se tenait à la porte, entendant les servantes chuchoter, cela valait-il vraiment la peine de les laisser seuls? Il ouvrit la porte et entra, les servantes se regardèrent avec peur. Exprimant une fois de plus sa gratitude, Henry entendit un clapotis d'eau. Rosen regarda derrière le paravent avec un sourire conspirateur et lui demanda s'il était venu la voir les mains vides. Henry a marmonné qu'il était sincèrement venu vous remercier et qu'il n'était pas nécessaire de gâcher l'atmosphère, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne plaisantait pas. Rosen a dit qu'il devait prouver sa sincérité et pas seulement le remercier. Henry a hésité et a dit qu'il pouvait lui donner de l'argent, mais qu'en ferait-elle? Rosen expira et dit qu'elle devait être plus flexible, en regardant les clés accrochées à sa ceinture. Quand l'allusion lui est parvenue, l'homme a dit qu'il ne le ferait jamais, et ce n'est pas qu'il ne soit pas reconnaissant, sa position l'Y oblige. Rosen a ajouté que s'il pense que le problème est qu'elle est prisonnière, que se passerait-il si elle n'avait pas tué ou enduré des centaines de fois? Il ne voulait pas écouter davantage. Rosen continuait à parler des raisons qui l'avaient poussée. Ils ont recommencé à avoir une dispute verbale, elle a dit qu'elle ne mentait jamais. Henry a rappelé qu'elle avait elle-même dit qu'elle n'avait pas sauvé Lila à cause de la récompense. Rosen a alors fièrement répondu que c'était vrai, mais il est lui-même venu vers elle et l'a rendue fière. Puis elle l'a calmée en lui disant qu'elle oublierait les clés et qu'en plus, elle ne survivrait pas dans l'océan de toute façon. Puis, lui faisant signe du doigt et souriant sournoisement, elle lui demanda de s'approcher, il commença à résister, puis la jeune fille l'attrapa par la manche. À ce moment, l'ombre de Connor se dirigea vers la baignoire, qui entendit le bourdonnement des voix mais ne put entendre ce qui se passait. Henry lui a demandé ce qu'elle voulait. Rosen a répondu que ce n'était rien, juste une petite demande. Yann se tenait devant la porte et il lui sembla entendre Rosen demander à Henry s'il ferait ça pour elle. Tournez le bouton et il est dans la salle de bain. Rosen et Henry se tiennent près l'un de l'autre. Yann demande à haute voix à son subordonné ce qu'il fait. Henry est devenu blanc comme un drap, il s'est mis à bégayer confusément, il avait envie de demander comment le patron s'était retrouvé ici. Les yeux glacés d'Yann se posèrent sur son subordonné et il lui demanda une fois de plus froidement ce qu'il faisait. Rosen se leva et les regarda, ne sachant pas quoi faire, elle-même était confuse. Yann s'en est pris à Henry, lui disant qu'il ferait mieux de lui donner une explication claire tout de suite. En conséquence, il était incapable de dire quoi que ce soit et Yann lui a crié de se précipiter. Puis il s'est approché de Rosen, lui a tendu une couverture et lui a dit de s'asseoir sur le canapé pendant un moment. Enveloppée dans une couverture, elle le regardait, sans rien comprendre, les yeux grands ouverts.
Yann se leva et ses pensées étaient confuses quant à qui elle était et comment, mais il ne dit rien à voix haute. Rosen se demandait pourquoi il se tenait toujours au-dessus d'elle comme ça, et il resterait comme ça pendant longtemps. Puis Yann commença à se déplacer d'un pied sur l'autre et posa sa main sur sa tête. Ne sachant pas comment demander au mieux, il parla finalement de manière insinuante en demandant si Henri lui avait fait quelque chose contre sa volonté. Rosen, ne comprenant rien, continua de le regarder. Ensuite, il a posé la question de savoir si Henri avait essayé de la forcer, s'il avait touché son corps sans permission. Quand la fille s'en est rendue compte, elle a bondi et a crié « Bien sûr que non, de quoi parle-t-il » Yann a dit qu'elle pouvait tout lui dire tel quel et qu'il pouvait changer de garde jusqu'à Monte et que personne ne pourrait s'approcher d'elle. Rosen a demandé si Henri n'était pas son lieutenant. Yann a dit sérieusement que s'il avait fait quelque chose à Rosen, alors il serait parti, mais la fille a dit « C'est un héros comme toi, et elle est une sorcière ». Yann lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là. La jeune fille a précisé avec surprise qu'elle ne faisait pas confiance à ses propres subordonnés, même à des gens comme Henri. Comment a-t-il vécu la guerre alors ? Yann a répondu qu'il détestait sincèrement de telles choses et que les gens étaient imprévisibles. Même si Henri est un bon subordonné, cela ne veut pas dire qu'il est parfait. Il continuait à la regarder comme si elle était victime des circonstances et essayait de lire sur son visage pour voir si quelque chose s'était passé. Rosen s'est rendu compte qu'il était nécessaire de dissiper ce malentendu, sinon elle aurait même honte, et a répondu que rien ne s'était passé, qu'ils discutaient simplement. Yann a toujours demandé avec méfiance de quoi il parlait. La fille a expliqué qu'Henri était gêné de la remercier devant tout le monde pour avoir sauvé Lila. Elle a souri et a dit pourquoi ferait-elle quelque chose si elle n'obtenait rien. Ne comprenant pas exactement ce qu'elle pourrait obtenir, la jeune fille sourit et fit allusion à ce que la prisonnière pourrait obtenir du gardien et vice-versa. Yann a répondu qu'il ne comprenait pas comment tout le monde était tombé dans le piège de ses mensonges, elle cherchait toujours seulement la bonne opportunité. Puis Rosen dit sérieusement et tristement, s'il voulait connaître la raison, elle ne trompait personne. Ils font juste semblant d'être trompés, peu importe qu'elle puisse mentir ou non. Chacun n'entend que ce qu'il veut entendre, mais personne n'a besoin de la vérité. Tout le monde a besoin d'un bouc émissaire qu'il peut maudire du fond du cœur en toute sécurité. Souriant tristement, la jeune fille a terminé en disant que ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Ses paroles ne changeront jamais rien, mais une chose est sûre, c'est un véritable héros. La surprise et un peu d'embarras brillèrent dans les yeux d'Yann, continua la jeune fille, il a un sens aigu de la justice, puisqu'il se soucie d'un prisonnier comme elle. Yann était étonné qu'elle le considère également comme un héros. Rosen sourit, ce qui était étrange à cela. C'est étrange que quelqu'un comme elle puisse admirer quelqu'un comme Yann, mais elle l'aimait bien. Elle était également citoyenne de l'Empire, peu importe à quel point il était en colère. Et elle a récupéré ses photos tombées du ciel. Yann a demandé si elle avait récupéré ses photos. Rosen a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ça, ne sait-il pas lui-même ce qui se passe, mais Yann n'a apparemment pas compris. Et la fille a ri et a laissé échapper qu'il était beau, ne s'en rendait-il pas compte. Puis elle rougit de ce qu'elle venait de lâcher, elle se sentit gênée et dit qu'il était temps pour elle de s'habiller, qu'elle devrait déjà emmener le pauvre Henri et partir. Elle a demandé aux filles d'entrer et la rassurer en lui disant qu'elle ne les assommerait pas ou ne s'enfuirait pas, ils pourraient se tenir devant la porte. Et elle a également mis les chaînes comme prévu, quand tout à coup elle ne s'attendait plus à d'autres actions. Elle vit sa main tendue vers elle, c'était inattendu. Ne sachant pas comment réagir à cela, la jeune fille ne pouvait quitter la main des yeux. Yann a dit qu'il n'était pas en colère, il était juste confus. Rosen était embarrassée et il lui rappela ses paroles selon lesquelles c'était la même chose. Il pense que c'est vrai, ils se ressemblent à certains égards. Elle était confuse, tombant dans la stupeur, il lui ressemble, tu te souviens quand tu as dit ça, c'est là qu'ils se ressemblent, ma conscience est complètement brouillée. Il a dit qu'elle devait y aller, la fille ne comprenait pas où, il lui a rappelé qu'il était temps de s'habiller et d'aller au dîner tant attendu, sa main elle-même s'est tendue vers la sienne. Sa main reposait dans la sienne, des pensées lui apparurent qu'elle devait y aller, il l'attira vers lui, ils étaient si proches que le souffle de Rosen fut coupé. Dès l'instant d'après, il la mit sur son épaule et la porta, la jeune fille s'indigna, elle était comme un sac de pommes de terre. Yann a dit qu'il était désolé, mais c'était vraiment nécessaire, elle a demandé à appeler les filles. Yann a dit calmement pourquoi lui ferait-il confiance et a continué, il sait ce qu'elle faisait, au départ, il n'était pas nécessaire d'écouter le capitaine, dit-elle, et à Henri, même s'il la regardait, Yann répondit sombrement que maintenant il ne pouvait plus lui faire confiance non plus. Prenant les chaînes pour les remettre au prisonnier, il a déclaré qu'il contrôlerait tout lui-même. Il lui a dit de lui tendre les mains, il semblait qu'il était trop discourtois avec elle. Rosen voulait laisser échapper avec indignation alors qu'il était même poli avec elle, mais Yann a répondu qu'elle avait sauvé l'enfant, et Lila revit en plus. Regardant les yeux plissés, il énuméra, Henri, le capitaine,
Lila, l'équipage, il est la seule personne dont le cœur n'a pas encore tremblé devant elle. Lâcha Rosen, alors il a peur qu'elle s'enfuit, ce n'est pas pour rien qu'elle porte une arme avec elle, Yann hocha la tête. Mais il ne dit pas tout haut qu'il avait peur d'elle et c'était vrai, la fille lui faisait peur, ou plutôt ce qu'il commençait à ressentir pour elle. Il lui a dit qu'il avait peur qu'il soit semblable à certains égards, Rosen ne comprenait pas, mais en quel endroit? Lorsqu'il l'amena dans la pièce, les servantes légèrement effrayées attendaient déjà. Rosen regarda Yann et pensa qu'elle devait avoir peur de lui, il a tout le contrôle. Il se détourna, laissant la porte entr'ouverte et alluma une cigarette pendant que les filles l'habillaient. De quoi a-t-il vraiment peur? C'est absurde que le prisonnier ait reçu une cabine de première classe, rien ne devrait se passer, il y a des guides vétérans ici et Henri, d'ailleurs, son rapport. Il entra dans le bureau et prit les papiers avec le rapport d'Henri. Yann a fouillé les papiers avec inquiétude, il doit y avoir quelque chose en dessous, ou il a vu un morceau de papier plié, il a clairement donné l'ordre de le brûler. Yann tira une bouffée de sa cigarette, se souvenant de la pile de journaux contenant des publications sur Rosen Walker. Avec un stylo rouge, toute mention de Rosen Walker, qui elle était, d'où elle s'était enfuie, était notée, ces journaux étaient rassemblés dans un magazine déjà devenu épais. C'était du divertissement, un passe-temps avec lequel il essayait de tuer le temps. Mais ensuite, cela s'est transformé en addiction, voire en obsession. Après la guerre, il fit le même rêve, un cauchemar dans lequel lui et l'avion se noyaient dans l'eau. Il s'est réveillé de ce cauchemar, il a essayé de se convaincre que tout allait bien pour lui. Personne n'aurait dû le savoir, on ne peut pas s'effondrer, c'est un symbole de victoire, il croit en lui. Chaque fois qu'un cauchemar l'envahissait, il prenait le journal, il avait besoin de quelque chose pour se remplir la tête. Jusqu'à ce que l'œil croise la mention de Rioritan, qu'il a dû abandonner, personne dans l'article ne mentionne son nom, le fait qu'il l'a abandonné à son sort. Et puis un certain méchant, une sorcière, fait la une des journaux, remplaçant Yann Connor, l'image de sorcière créée par les journalistes, le gouvernement et l'armée. Lorsqu'il vit la mention de Rosenhaus, ce fut comme s'il avait été sous l'emprise de la sorcellerie. Il cherchait les mentions de ce prisonnier dans les journaux, les entourait d'un stylo rouge et faisait des coupures de presse. C'était comme si elle était une autre facette de sa personnalité, la même perdante désespérée. Mais même s'ils ont tous deux été également malchanceux, pourquoi est-elle devenue une méchante sorcière et lui un héros qui a sauvé le pays? Un homme qui a tué une personne par méchanceté et un homme qui a été contraint de tuer 15 623 personnes. Existe-t-il un moyen de déterminer le poids du péché, dont le péché serait le plus lourd? Il s'est plongé dans la lecture de notes sur elle, rêvant seulement qu'elle courait plus vite, pour qu'elle seule survive. Qu'elle soit sorcière ou non, qu'elle ait réellement tué ou qu'elle ait été calomniée, elle est la seule qui l'a sauvée et qui a survécu à Rioritan. Il s'est assis à table et a pensé que si quelqu'un voyait ses pensées, le héros de guerre sympathisait avec la prisonnière, et peu importe, il devenait obsédé par elle. Soudain, Lila entra, s'excusant de le déranger, elle tenait un tas de jouets. En voyant les jouets, il a demandé de quoi il s'agissait. La jeune fille a répondu qu'elle voulait faire un cadeau à Rosen le soir, mais qu'elle ne savait pas quoi choisir, s'il pouvait l'aider. En regardant le journal devant lui, ajouta Lila, car il connaît Rosen mieux que quiconque. Avant qu'il n'ait eu le temps de lui demander pourquoi, la jeune fille a pointé du doigt le magazine en disant « C'est vrai ». Yann a demandé depuis combien de temps elle était au courant, il s'est senti très gêné, mais la fille a répondu sans surprise « Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant vous pouvez rassembler tout ce qui concerne Rosen ». De plus, Layla elle-même cherchait des journaux pour monter un album, mais quelqu'un a coupé la photo, tout. Yann l'a assise sur ses genoux, essayant de parler le plus doucement possible, lui a demandé si elle en avait parlé à quelqu'un. La jeune fille a honnêtement répondu qu'elle ne l'avait dit à personne, pas même à son oncle. Il a demandé à Lila de n'en parler à personne, la fille a demandé s'il pouvait avoir des problèmes à cause de cela, il a répondu que oui. Yann lui expliqua qu'elle était prisonnière et que son devoir était de les escorter, puis Lila lui assura que personne ne le découvrirait. Lila a ensuite dit qu'elle avait toujours pensé qu'il détestait Rosen et que tout le monde le pensait probablement. Yann lui a expliqué qu'il n'avait aucune haine pour les prisonniers, qu'il faisait juste son travail et qu'il ne devrait pas avoir de sentiments pour eux. Elle l'a sauvé, s'il avait été impoli avec elle auparavant, cela ne se reproduirait plus. La fille a demandé avec confiance si cela signifiait qu'il aimait Rosen. Il est resté silencieux et a répondu que non, puis Lila a demandé si elle pouvait aimer Rosen. Il a commencé à expliquer que Rosenhaus, la jeune fille, l'avait interrompu et lui avait dit qu'elle savait qu'elle avait tué son mari. Mais elle l'a aussi sauvé, ce qui signifie qu'elle a couvert le mal avec le bien. Et maintenant qu'elle aimait peut-être Rosen, Yann se retenait de toutes ses forces. Lila a demandé à choisir un cadeau, même si Yann lui a assuré qu'elle devrait donner des choses en prison, ils ont choisi un ours, puis Lila a partagé sa pièce spéciale avec lui,
expliquant qu'il en avait davantage besoin. Il a deviné d'où elle venait, et la fille a dit que c'était une pièce magique et Rosen la lui a donnée. Yann lui a dit sévèrement de ne plus oser prendre quoi que ce soit à Rosen. Les larmes ont coulé dans les yeux de Lila. Il a pris la pièce, en promettant qu'il s'en occuperait et a dit qu'elle et lui devaient changer de vêtements. Lorsque la jeune fille a demandé où était l'oncle Henri, il a répondu que Rosen gardait la petite dans le couloir. La fille a répondu qu'il n'était pas dans le couloir. Yann avait une image et des mots devant les yeux où Henri et Rosen étaient pressés pour que Yann ne les voie pas, qu'elle puisse tout affronter, même avec les geôliers. Il n'entendit pas frapper et alors qu'un Henri pâle entra, il essaya de repousser les pensées de pourquoi il était si en colère en général, pourquoi il était si ennuyé par Henri, qui le suppliait de croire qu'il ne faisait que parler. Yann était assis le visage impassible, il a dû enterrer ses sentiments, puis a dit à Henri que ses actions constituaient une menace à la fois pour Rosen et pour lui-même, tandis que Rosen s'habillait et qu'elle entendait leur voix forte. La servante ajouta avec admiration qu'elle pouvait sortir, comme elle était belle, tout le monde serait étonné. Rosen ne put s'empêcher de faire un pas, la servante la poussa, disant qu'elle ne savait vraiment pas à quel point elle était belle maintenant. En entrant dans le bureau dans une belle robe émeraude, des gants, des chaussures émeraudes assorties à la couleur de la robe, avec des cheveux magnifiquement coiffés et des chaînes, Rosen se sentit mal à l'aise. Quand Yann et Henri l'ont vue, Yann a essayé de cacher son expression, et Henri, les yeux grands ouverts, ne pouvait pas quitter Rosen des yeux. Elle se tenait devant eux, ils regardaient. Rosen ne savait pas où aller en la regardant, ne comprenant pas si elle avait l'air drôle ou bien. Elle a demandé avec offense pourquoi ils la regardaient tous les deux. Henri s'est excusé et a demandé qui elle était. Rosen pensait qu'Henri avait décidé de la taquiner, elle a dit qu'elle l'abandonnerait maintenant, de toute façon, elle irait en prison à vie, mais il a halté et a admis qu'il ne la reconnaissait vraiment pas. Puis Rosen dit coquettement qu'elle lui avait dit auparavant qu'elle valait la peine d'être regardée, l'homme assura que maintenant elle était comme une vraie dame. Rosen a sincèrement remercié Henri pour le compliment, et Henri et Yann étaient vêtus de costumes de fête, mais pourquoi Yann a-t-il simplement regardé et est resté silencieux? Rosen pensa qu'il ne pouvait peut-être pas voir clairement, lorsqu'elle entendit soudain quelqu'un se tourner vers elle avec les mots de Lady Walker et lui tendre la main. Henri s'inclina poliment et demanda la permission de l'accompagner. « Mon Dieu, Henri, tu as fait battre mon cœur, pensa Rosen, il est plutôt galant, ajouta-t-elle sarcastiquement, et s'il allait la repousser plus tard et dire qu'elle put, ajouta Henri du mieux qu'il pouvait. Rosen a dit avec flirt qu'elle lui ferait probablement confiance, pensant que ce type était très beau. Soudain, Yann a bloqué Rosen avec lui-même, disant à Henri qu'Henri cherchait des excuses, n'avait-il pas résolu ce malentendu? Il a dit qu'ils avaient réglé le problème, mais dans un autre sens, il ne pouvait pas lui faire confiance, car une amitié excessive et une hostilité excessive sont également dangereuses. Henri était choqué que Yann pensait vraiment qu'il libérerait Walker et la laisserait s'échapper. Yann, regardant Rosen, dit qu'il avait des raisons de le penser, et ajouta qu'il pouvait savoir sur quoi ils étaient convenus dans la salle de bain. Henri recommença à s'excuser, Rosen lui demanda simplement de dire au chef de préparer un plat qu'elle aimerait essayer. « Oh, espèce de salaud, pensa Rosen, comment peux-tu dire, oui, confirma-t-elle, la fille n'a pas eu le temps de répondre à la question de savoir de quel plat il s'agissait. On frappa, Yann n'eut pas le temps de recevoir une réponse et se retourna. Le capitaine et Lila entrèrent, la jeune fille était ravie de voir Rosen. Rosen lui fit signe, pensant que Lila serait également au dîner, apparemment elle a réussi à persuader son grand-père. Lila a dit avec enthousiasme que Rosen était comme une vraie princesse. La jeune fille était ravie d'entendre un compliment aussi sincère et elle dit que Lila était aussi comme une princesse. La fille voulait s'approcher, mais Yann lui a dit de prendre du recul, elle voulait juste la remercier, mais Sir Connor était catégorique. Lila a dû s'éloigner, tout le monde se sentait mal à l'aise et Rosen pensait qu'elle était impitoyable même envers les enfants. Puis le capitaine a explosé, traitant Yann de garçon méfiant, il était le roi de ce navire. Yann a répondu que Rosen Howard était un criminel de sang-froid, la dispute aurait probablement continué, mais ensuite ils ont dit que de la nourriture avait été servie. Le capitaine, réalisant que les chaînes de Rosen ne seraient pas retirées, ordonna à Henri de l'aider pendant le dîner. Yann s'est manifesté et a dit qu'il pouvait et voulait aider personnellement. Tout le monde le regardait abasourdi, il demandait ce qui n'allait pas s'il voulait l'aider. Rosen n'eut aucune objection, puis tout fut décidé et Yann lui prit la main pour la conduire à la table. Il la tenait juste en dessous du coude, elle regardait son visage, étrange, son regard, ce n'était pas comme le regard qui la regardait depuis le tout début. Cela peut en avoir l'air, mais ses yeux gris s'attardent sur elle plus longtemps que d'habitude. Il enroula sa main autour de sa main sous les chaînes et elle pensa tristement que tout cela n'était qu'une obsession. Cette obsession lui donne simplement l'occasion d'échapper à la dure réalité, mais ses yeux, leur couleur, sont très complexes,
à travers lesquelles il est impossible de discerner son caractère. Si elle ne s'arrête pas, elle s'effondrera et oubliera le but, mais c'était plus fort qu'elle et alors la fille sentit sa main se poser dans la sienne. Rosen lui a demandé combien de temps il prévoyait de lui tenir la main, Yann s'est rattrapé et a été embarrassé. Il marmonna qu'il voulait juste tirer la chaîne. Rosen était indigné par l'expression de tirer la chaîne. Le capitaine Reville s'enflamma en disant qu'il était discourtois envers la dame. Yann a commencé à trouver des excuses en disant qu'il ne l'avait pas fait exprès, mais cela n'avait pas l'air particulièrement convaincant. En la regardant, il expliqua qu'il pensait sincèrement que c'était une chaîne. La jeune fille renifla et dit qu'elle savait qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Elle pensait tristement qu'elle savait très bien que ce geste ne voulait rien dire, c'était juste son illusion. Ces phrases à la radio et sur les tracts, « Je te protégerai toujours », étaient impossibles, mais elle croyait à ces mensonges parce qu'elle avait besoin de croire en quelque chose. Oui, c'était son fantasme dans lequel elle était amoureuse de lui sans contrepartie. Stupide Rosen, au moment où tu as besoin d'avoir extrêmement sang-froid, tu ne peux pas lever les yeux vers lui. Elle restait embarrassée, ne sachant où poser ses yeux, comme s'ils étaient soupçonnés de quelque chose de gênant. Yann cherchait toujours des excuses en disant qu'il ne faisait allusion à rien, ne la laissez pas se méprendre, elle a essayé de prétendre que cela ne lui faisait pas de mal du tout, a-t-elle dit, qu'est-ce que tu dois comprendre, elle n'est pas idiote. Je vais certainement te protéger, ces mots résonnaient dans ma tête, Rosen a fait de son mieux pour se ressaisir. En entrant dans la salle, la jeune fille a involontairement sifflé, puis s'est excusée, tout était si pompeux, le capitaine était bon enfant heureux d'avoir été impressionné. Le capitaine a dit que lui-même ne dînait pas souvent ainsi. Habituellement, seules les réceptions officielles ont lieu de cette manière. La table était mise, tout était prêt, le capitaine proposa de commencer le dîner. Ils lui tirèrent une chaise, s'asseyant à table, la jeune fille demanda pourquoi, pendant qu'il marchait, elle n'avait vu personne. Le capitaine a répondu qu'il serait scandaleux aux yeux du public de traiter un prisonnier de cette manière. Le regard de Rosen tomba immédiatement sur la soupe, la fille attrapa une cuillère, oubliant tout. Henri a dit qu'elle allait manger avec des menottes et que le capitaine n'avait pas encore donné son consentement pour commencer à manger. Rosen était embarrassée, disant qu'il venait de donner la permission. Henri explique patiemment que ce n'est pas pareil, il faut attendre que les autres plats soient servis. Ces paroles sur la façon dont elle avait déjà mangé avec une allusion au fait qu'elle ne savait pas quelque chose d'aussi évident ont fait rougir la jeune fille. Comment pouvait-elle savoir qu'elle n'était pas une aristocrate et n'avait jamais été à une telle table? Elle entendit son nom et comment Yann lui tendit une cuillère et lui dit si elle veut, laisse-la manger, si elle veut manger. Lila a aimé qu'ils s'entendent si bien et elle a demandé une cuillère pour elle-même. Yann, tout en nourrissant la soupe Rosen, a grondé Henri, lui-même n'a pas observé beaucoup d'étiquettes sur le champ de bataille. Yann est devenu encore plus en colère contre les excuses gênantes, lui ordonnant de s'éloigner de la fille et de ne pas lui parler. Schwing Rosen a demandé pourquoi il ne se mangeait pas, ce à quoi l'homme a répondu, qu'elle ne pense pas à lui et se mange. La fille a demandé de la viande. Elle regarda le visage de Connor, drôle, il a l'air sévère, mais ses mouvements sont si doux. Rosen était euphorique à cause de la nourriture, elle la dévorait sans cesser d'admirer à quel point tout était délicieux. Elle a demandé un morceau, puis un morceau d'un autre plat. Tout le monde regardait la jeune fille un peu abasourdie. Yann, en la nourrissant à la cuillère, lui a dit de manger lentement, sinon elle aurait mal au ventre. Rosen a gonflé ses joues, disant qu'il était dégoûté de la regarder, il a demandé de ne pas renverser ses paroles. Expliquer calmement que si elle a mal au ventre, ce ne sera que pire pour elle si elle a mal au ventre. Elle a demandé pourquoi un visage si déformé, il a répondu que c'était son expression faciale habituelle. Toutes les personnes présentes étaient entièrement d'accord avec cela. Rosen, le regardant, se demandait pourquoi il continuait à parler. Oui, elle avait été la première à commencer, mais il aurait pu simplement l'ignorer. Tout en piquant un autre morceau, il lui a demandé si elle avait déjà été infirmière. Rosen a hoché la tête négativement. Où a-t-elle acquis de telles connaissances en premier secours? Il n'y en a pas beaucoup dans tout le pays, puis il lui a demandé avec méfiance si elle avait utilisé la magie. Rosen rit et répondit que si une femme faisait quelque chose d'impressionnant, elle serait immédiatement accusée de sorcellerie, ajoutant qu'elle n'était pas infirmière, mais que son mari était médecin, même s'il était un charlatan sans permis, mais qu'en le regardant, on pouvait apprendre quelque chose. Cependant, Hindley était vraiment mariée à une vraie sorcière, même si elle-même n'était pas une sorcière, mais Emily l'était. Il y eut un silence gênant, tout le monde se tut soudainement, elle pensa qu'ils avaient peut-être réalisé qu'elle était une tueuse. Elle était en colère contre Yann, ce connard a gâché toute l'ambiance, pourquoi demander ce qu'ils ont déjà écrit? Puis le capitaine parla, s'excusant de sa question, quel âge avait-elle? Chaque journal écrivait différemment, il n'avait aucune foi,
Certains affirmaient qu'elle avait 70 ans et qu'elle avait l'air jeune avec l'aide de la magie. Rosen a répondu qu'elle avait 25 ans, comme l'écrit le journal impérial. Et elle s'est mariée et s'est tue, puis s'est exclamée à l'âge de 15 ans. Il a précisé qu'elle s'était mariée si tôt sur l'insistance de ses parents que la jeune fille avait innocemment répondu que non, directement de l'orphelinat. Henri a frappé du poing sur la table en criant « Sont-ils devenus fous ? Une jeune fille de 15 ans va se marier ». Prenant un autre morceau dans sa bouche, Rosen répondit « Quelle différence cela fait-il ? Son mari est déjà mort de toute façon. » Tout le monde s'est arrêté, il y a eu un silence de mort, pensa Rosen, bon sang, elle n'avait pas prévu ça. Yann a brisé le silence, arrête de dire des bêtises, Lila est là. La fille a dit que tout allait bien, elle a également lu des articles sur Rosen et avant qu'elle ait pu finir de parler, Yann l'a interrompue et lui a dit de simplement manger. Mais la jeune fille était toujours d'accord sur le fait que Rosen avait tué son mari, il l'a arrêtée. La jeune fille a tristement dit qu'il y avait une chance que Rosen ne le tue pas, Yann a dit comme un monolithe que cela avait été officiellement établi. Tout le monde était embarrassé, seul Yann a dit que Hawart lui avait sauvé la vie, mais la vérité est qu'elle a tué son propre mari. La fille a répondu que tout cela était triste, c'était triste que personne ne croie Rosen. Elle a pleuré en disant que ce serait très mauvais pour elle si personne ne la croyait ainsi. Rosen n'en pouvait plus et a dit à Yann d'arrêter de pousser Lila et de la laisser manger. À son tour, il a expliqué pourquoi elle lui avait donné la pièce, se rappelant de quel type de pièce elle parlait. La fille a pris ses repères et a dit que cette pièce appartenait à l'origine à Layla, elle a juste joué avec et l'a rendue à la fille. Elle comprit qu'il voulait lui dire qu'elle était une menteuse. Toujours en pleurs, a confirmé qu'il s'agissait bien d'une pièce porte-bonheur, Rosen ne mentait pas et Rosen pensait que parfois un mensonge pouvait devenir la vérité. Elle a rassuré la jeune fille, pensant que les enfants étaient naïfs et pouvaient donc être facilement manipulés. Lila regardait, ne pleurant plus, et Rosen remercia Lila de l'avoir protégée. La femme de ménage est venue et a demandé si elle pouvait débarrasser les assiettes pour servir le plat suivant. Rosen s'assit en attendant le prochain plat merveilleux qui serait servi, il y avait tant de choses sur la table. Yann lui a demandé si elle voulait essayer l'un de ses plats, elle a vu les baies colorées et a demandé de la maïeria. Yann coupa le fruit en deux et prit la pulpe juteuse dans une cuillère, l'apportant à la bouche de la fille et lui proposant de l'essayer. Rosen serra la chaise d'une main et prit la baie dans sa bouche, le dernier mot qu'elle entendit du capitaine qui lui demanda si tout allait bien pour elle. Elle était silencieuse, Yann a dit qu'on lui avait posé une question, alors que ses yeux s'écarquillaient d'horreur, il a vu des gouttes de sang sur le tapis. Rosen lui serra la gorge, du sang coulait de ses lèvres, ses pupilles dilatées, la jeune fille ne pouvait pas répondre. Tout nageait devant ses yeux, elle entendait son nom, pensant « Super, tout s'est bien passé », sa main dans le gant ensanglanté pendait mollement. Ma dernière pensée a été que c'était dommage que Lila ait vu cette horreur, mais il n'y avait pas d'autre issue, elle ne devrait pas aller en prison. Elle savait avec certitude qu'il n'y avait pas de sauveur, si elle veut être sauvée, elle doit le faire elle-même, Yann doit faire ce qu'elle avait prévu. Elle était déjà en train de perdre connaissance lorsque Yann, les yeux effrayés, cria son nom, même si elle pensa baisser sa garde un instant. Ils ont essayé de calmer Yann, il a demandé si c'était un empoisonnement. Rosen a été placée sur le canapé et a reçu les premiers soins, elle était inconsciente. Yann a dit qu'elle avait commencé à cracher du sang après avoir essayé la baie, l'homme a accepté, mais ce n'était pas du poison, il s'est précipité directement vers les cris. L'ambiance était sérieuse, le capitaine criait qu'un empoisonneur se cachait sur son navire, et le soldat qui l'accompagnait complètement flétri, il parlait d'Henri. Connor était froid comme un roc, il y avait des gouttes de sang sur son costume, l'homme pensait que pour Sir Connor, naturellement, la mission était très importante. Yann a demandé si ce n'était pas le poison, qu'est-ce que c'était alors ? L'homme a répondu que c'était probablement les particularités du corps de la jeune fille. Elle a une allergie grave à certains aliments, car le reste de la nourriture est bon et personne d'autre n'est tombé malade. Yann a demandé si Rosen avait mangé le fruit exprès, l'homme a répondu qu'il ne pouvait pas le dire avec certitude. Soit elle ne savait rien et c'est arrivé comme ça, soit elle l'a fait exprès, étant donné qu'elle était envoyée à Mont-Island à vie. Yann a regardé Rosen et s'est demandé s'il pouvait s'agir d'une tentative de suicide, a ajouté la travailleuse, peut-être a-t-elle décidé qu'il valait mieux mourir que d'aller sur l'île. Il a demandé si Rosen allait mourir, l'homme qui l'avait aidée a dit qu'elle n'était pas en train de mourir, elle était juste inconsciente, elle a été aidée. Yann lui a touché la joue avec sa main, lui demandant pourquoi elle n'avait pas repris ses esprits, l'homme a répondu que son corps était très affaibli à cause de la malnutrition, qu'elle n'avait pas assez d'énergie pour reprendre ses esprits. Il se peut qu'elle ne reprenne pas conscience, l'ouvrier a répondu qu'il ne pouvait pas le dire avec certitude. Mais c'est une prisonnière qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup meurent dans les cellules sans raison apparente. Elle pourrait mourir d'une autre maladie,
entendit Yann, un sentiment indépendant de sa volonté s'emparant de son esprit. Il regarda Rosen et l'idée lui traversa l'esprit qu'il pourrait mourir. Se détournant, il essaya de se ressaisir, quand à ce moment une voix ténue l'appela. Lila le regarda les yeux pleins de larmes et le supplia de ne pas envoyer Rosen dans la cellule dont elle entendit la conversation. Il ne dit rien et se détourna, mais la jeune fille lui attrapa la jambe et babilla en pleurant que Rosen était très malade et mourait dans la cellule, qu'elle pouvait se reposer un peu. Il posa la main sur la tête de la jeune fille, regarda Rosen et lui donna l'ordre de la déplacer vers la cabane. Lorsqu'il nomma sa cabine, tous les yeux s'écarquillèrent. L'homme lui a demandé s'il était sûr de vouloir que le prisonnier soit dans sa cabine, mais Yann a répondu qu'il ne devrait absolument pas s'inquiéter pour lui. Yann a dit que Rosen Walker lui avait été confiée et qu'il s'occuperait personnellement d'elle. Les mots du chef lui vinrent à l'esprit selon lesquels il était chargé d'escorter les prisonniers jusqu'à Mount Island et de surveiller particulièrement attentivement Rosen Walker. Il regarda Rosen et pensa qu'il avait oublié depuis longtemps l'essence de sa tâche. Maintenant, c'est quelque chose de personnel, quelque chose dont il a essayé si fort de se débarrasser, mais sans succès. Il s'est posé la même question, pourquoi s'inquiète-t-il autant pour elle? C'est une meurtrière, et c'est lui qui l'entraîne dans un enfer pire que la mort. Des pensées traversèrent l'esprit de Rosen, comment elle lui avait dit qu'il était son héros? Alors elle se souvient de la façon dont elle s'était réveillée lorsqu'elle avait été blessée pour la première fois. Émilie s'est occupée d'elle, la fille a demandé si elle était en train de mourir, mais elle a dit que chacun est né avec ses propres caractéristiques corporelles. Pour certains, même les médicaments ordinaires peuvent être toxiques. En lui mettant un pansement humide sur la tête, elle a expliqué qu'il faut être prudent, en faisant attention à la nourriture que l'on mange et aux médicaments qui provoquent un malaise. Elle a alors failli mourir. Émilie a demandé si Rosen se souvenait du médicament qui la faisait se sentir mal. En regardant Émilie et en essayant de se souvenir, Rosen se souvint de ses années d'enfance. Elle se souvenait que le directeur de l'orphelinat avait l'habitude de boire de la compote de baille violette. Il lui semblait toujours que tout la démangeait, même si elle était juste à proximité. Ensuite, Émilie a dit qu'elle ne devrait jamais manger ces baies, sinon la prochaine fois, elle pourrait mourir. Rosen a demandé le nom des bailles et Émilie a répondu Mayeria. Elle se souvenait du nom, mais chaque fois que la vie devenait insupportable, ce nom lui revenait à l'esprit. Elle pensa, ne méritait-elle pas au moins une mort paisible par étouffement? C'était mieux que d'être tuée par un lait. Tout est différent, si elle devait mourir, elle ne souffrirait pas pour s'évader de prison. Rosen reprit ses esprits, la lumière tombait sur elle, elle ne parvenait pas à comprendre où elle se trouvait. Elle s'assit sur son lit et réalisa que cela s'était passé dans une cabane, pas dans une cellule de prison.